Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part sur les traces de Marcus Licinus Crassus, qui fut sans doute l'homme le plus riche de l'histoire de Rome. Au cours de sa vie, il se hisse au sommet de la réussite, mais subit également les revers de fortune les plus catastrophiques. Il sut mettre à profit son immense fortune et son exceptionnel savoir-faire politique pour se faire élire 2 fois au poste de consul et obtenir le genre d'influence que seul un des véritables maîtres de la vie politique romaine était en mesure d'exercer. Vous voulez en savoir plus sur Crassus? Venez avec moi. Crassus était le fils de Publius Licinus Crassus, qui fut consul en 97 avant Jésus-Christ, commandant des forces armées en Ibérie et remporte même un triomphe pour ses victoires en Lusitanie en 93 avant Jésus-Christ. En 87 avant Jésus-Christ, après avoir choisi le mauvais camp dans la lutte contre les forces de Caius Marius et Cornelius Sylla, il fut acculé au suicide et le jeune Crassus doit s'enfuir en Hispanie. Après la mort de Cinna, Crassus prend le parti de Sylla contre Marius. Il devint un de ses meilleurs commandants et l'aide à prendre le contrôle de l'Italie. Après la victoire, Crassus profite de la situation pour accroître considérablement sa fortune personnelle, en confisquant les biens des personnes déclarées ennemies de l'État, parmi lesquelles des propriétés, des richesses et un très grand nombre d'esclaves. Dans sa vie privée, Crassus était marié à Tertulla et avait 2 fils. L'un portait son nom et l'autre combattra avec lui en partie lors du désastre de Car. Marcus Licinus Crassus le Jeune remporte un certain nombre de succès militaires, réussissant notamment à obtenir le plus grand honneur militaire pour un Romain, tuer un roi ennemi. Crassus père fut impliqué dans un scandale lorsqu'il se vit accusé d'avoir été trop familier avec une Vestale du nom de Licinia. Crassus fut cependant acquitté au motif qu'en réalité, il n'avait cherché qu'à faire baisser le prix de l'immobilier pour l'un de ses projets de construction. Et comme le dit Plutarque, sa réputation de vertu fut sauvegardée par sa réputation de cupidité. Il passait pour un homme affable, plutôt généreux envers ses amis. En outre, sa popularité auprès de la plèbe ne découlait pas seulement de sa proportion à offrir des fêtes et des céréales gratuites, mais aussi de sa courtoisie et de sa simplicité. Crassus était également un orateur accompli, une aptitude qu'il avait sans doute développée au cours de ses nombreux procès, et son amour de la philosophie avait contribué à renforcer. C'est ainsi que Plutarque rapporte que Cicéron lui-même y regardait à 2 fois avant de lancer un débat juridique contre Crassus. Ce que nous appelons habituellement la révolte de Spartacus constitue pour les Romains leur 3e et dernière guerre servile. Les 2 premières se sont déroulées à la fin du 2e siècle avant Jésus-Christ en Sicile, mais la 3e touche presque la totalité de la péninsule italienne. Toutes sont symptomatiques des forces et des faiblesses de la République romaine, à commencer par sa vulnérabilité aux troubles intérieurs. Ce n'est pas à l'extérieur, en effet, qu'apparaît la menace. Après la défaite d'Hannibal en 202 avant Jésus-Christ, Rome n'a plus d'adversaire à sa taille. Sans plan préconçu, les Romains parviennent à vaincre tour à tour les États et les peuples qui ont le malheur de les affronter. Chaque victoire ramène à Rome un butin énorme, des tributs nouveaux qui doivent payer les vainqueurs, et des esclaves par dizaines de milliers. Pour la plupart, ces esclaves sont utilisés sur d'immenses domaines qui produisent surtout du vin et de l'huile vendus sur toute la Méditerranée. Si tous les peuples de l'Antiquité sont alors esclavagistes, Rome se distingue par son recours massif à cette pratique. Mais cela devient peu à peu une faiblesse. Le nombre de plus en plus élevé d'esclaves représente un danger lorsque les légions de Rome sont mobilisées hors d'Italie. La révolte des esclaves du début des années 70 avant Jésus-Christ, menée par Spartacus, le gladiateur thrace, allait offrir à Crassus, devenu préteur en 73 avant Jésus-Christ, l'occasion de faire la démonstration de sa compétence en matière militaire et d'accroître son prestige auprès du peuple romain. L'armée des esclaves, qui comptait environ 70 à 120 000 hommes, constituait une grave menace et était déjà venue à bout de 2 armées romaines ainsi que de 2 consuls. Elle en était venue à ravager la campagne du sud de l'Italie, et c'est Crassus qui fut chargé de retirer définitivement cette épine du pied de Rome. En 71 avant Jésus-Christ, il tente en vain d'acculer Spartacus à Brutium, mais son lieutenant Mummius ne tint pas compte de ses ordres et attaque frontalement l'armée des esclaves avec 2 légions.
Il sera mis en déroute et devra même abandonner le métier des armes. En réaction à cet échec, Crassus applique la punition antique de la décimation sur une session de 500 hommes des troupes de Mummius. Un légionnaire sur 10 sera exécuté par ses compagnons devant toute l'armée. Avec 8 légions à sa disposition, Crassus finit par prendre Spartacus aux pièces à Lucania et par vaincre l'armée d'esclaves, avant de faire crucifier 6000 des survivants le long de la voie appienne. Cependant, une partie du prestige dû à la répression de la rébellion des esclaves rejaillit également sur le grand rival de Crassus, Pompée, qui de retour d'Hispanie traque les esclaves qui avaient survécu à la bataille. En outre, de retour à Rome, c'est Pompée qui reçut l'honneur d'un triomphe, en reconnaissance de ses autres succès militaires, tandis que Crassus n'eut droit qu'à une ovation. Néanmoins, après avoir beaucoup dépensé d'argent dans l'organisation de somptueux festins pour le peuple romain, Crassus s'attire lui aussi les faveurs du peuple. En réponse au titre populaire de grand porté par Pompée, Crassus avait pris l'habitude de répondre avec mépris. Mais combien mesure-t-il donc ? Après avoir réglé leurs différends à la suite de la crise initiée par Spartacus, Pompée et Crassus font pression sur le Sénat pour être nommés consuls en 70 avant Jésus-Christ. Crassus en profite une fois de plus pour accroître sa fortune et son influence. Ensemble, les deux hommes remanient la structure politique de Rome, abolissent la constitution de Sylla et expulsent 64 sénateurs. Cependant, sur le plan politique, Crassus perd à nouveau du terrain face à Pompée en raison de la série de victoires militaires de ce dernier, en particulier sa spectaculaire campagne d'éradication des pirates de la Méditerranée en 3 mois seulement et sa rapide victoire sur Mithridate VI en Orient. Nommé censeur en 65 avant Jésus-Christ, Crassus échoua dans ses 2 projets principaux. Politique, à savoir l'octroi de citoyenneté aux Transpadanes dans la partie de la Gaule cisalpine située au nord du Pô, et sur l'annexion de l'Égypte, ce qui l'oblige à démissionner. De même, son soutien à Catilina ne permet pas à cet intrigant dangereux et sans scrupules d'obtenir le poste de consul en 65 ou 64 avant Jésus-Christ. Le Sénat avait en effet choisi Cicéron, plus conservateur, à sa place. Selon Suétone dans sa biographie de César, ainsi que dans son ouvrage perdu sur Cicéron, cité en source annexe, Crassus aurait en fait conspiré en 65 avant Jésus-Christ avec César, Publius Sylla et Lucilius Antronius dans le but de devenir dictateur, après avoir purgé le Sénat de toute opposition. Mais les conspirateurs auraient inexplicablement perdu courage au dernier moment. Cependant, la plupart des spécialistes modernes considèrent que cette histoire est apocryphe. Crassus continue à exercer son influence dans les milieux politiques, principalement dans son rôle de mentor pour des hommes plus jeunes, comme Jules César, dont il cautionne les dettes en 62 avant Jésus-Christ. César sut également persuader Crassus de mettre de côté ses différends avec Pompée, pour que tous deux soutiennent sa candidature au poste de consul qu'il obtient en 59 avant Jésus-Christ. En échange, César fait adopter une loi qui annule 1/3 de la dette des entrepreneurs publics en Asie, une mesure qui augmente encore la fortune personnelle désormais légendaire de Crassus. Selon Plutarque, Crassus avait accumulé la vaste somme de 7100 talents, possédait de vastes domaines fonciers, des mines d'argent, un très grand nombre d'esclaves, et bien sûr, il était en mesure de financer sa propre armée, comme il le fit contre Spartacus. Les 3 hommes forment dorénavant une alliance officieuse, connue sous le nom de Premier Triumvirat. Mais celle-ci ne s'avéra pas de tout repos. Après le départ de César pour la Gaule, Crassus trouve un nouveau protégé en la personne de Publius Claudius Pulcher, mais celui-ci s'avère être un allié dangereux et peu fiable. En 56 avant Jésus-Christ, Crassus prévient César que Cicéron cherche à l'isoler politiquement. Pour renforcer leur alliance, Crassus rencontre César à Ravenne, puis tous 3 se retrouvent à Luc. Le plan prévoyait que Crassus et Pompée soient à nouveau nommés consuls, le premier se voyant confier un commandement de 5 ans en Syrie et le second le même poste en Hispanie. En contrepartie, ils demanderaient tous deux le renouvellement du commandement de César en Gaule, ce qui lui donnerait un nouveau mandat de 5 ans en tant que gouverneur et lui permettrait de renforcer son armée.
Le plan s'était déroulé comme prévu. Crassus part pour la Syrie en 55 avant Jésus-Christ, où il se lance dans une invasion lucrative de l'Empire parthe. Le séjour initial de Crassus en Syrie s'avère fructueux dans la mesure où il réussit à imposer d'énormes tribus à la population locale et à remporter plusieurs victoires militaires en 54 avant Jésus-Christ, traversant l'Euphrate en 53 avant et accompagné de son fils Publius Licinius Crassus à la tête de sa cavalerie. Crassus l'aîné avait confiance en sa bonne étoile. Cependant, déjà trahi par le roi arménien Artavasde II, et ayant perdu son fils au cours d'une attaque suicidaire quelque temps auparavant, Marcus Licinius Crassus lui-même fut vaincu près de Car, sans cavalerie ni soutien logistique adéquat, handicapé par le manque de préparation d'une campagne se déroulant sur un terrain désertique et victime de quelques trahisons locales, les légions ne firent pas le poids devant les 10 000 archers montés d'Orodès II, le roi parthe. Réduits à l'impuissance, les Romains se virent encerclés, pris au piège et contraints de déposer les armes et leurs étendards en forme d'aigle aux pieds de leurs vainqueurs, un fait qui devait indigner tout Rome jusqu'à leur récupération par l'empereur Auguste. La légende veut que Crassus ait été capturé vivant et que les Parthes l'aient mis à mort en lui versant de l'or en fusion dans la bouche, en signe de mépris pour son insatiable soif de richesse. Une fois Crassus éliminé de la compétition pour le contrôle de Rome, Pompée et César en arrivent à se livrer une guerre civile sanglante qui allait établir les bases d'une transformation radicale de la politique romaine et finalement ouvrir les portes à la dictature et à l'ère impériale. Comme on l'a vu, mentor de Jules César au début de sa carrière, Crassus gravit un à un les échelons menant au sommet de l'État. Mais sa quête obstinée du triomphe militaire, qui aurait fait de lui l'égal de son grand rival, Pompée le Grand, finit par causer sa perte. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pour ça, likez, commentez et vous abonnez. Je vous remercie à tous.